Bonjour tout le monde, bienvenue au Super Show. Cette semaine, André, on va être branché. On va être branché. Un sujet branché et... On va être au courant. C'est ça. Survolté. Fini les jeux de mots plats. On va parler de batterie. Mais on va parler de batterie 12 volts. On va en fait répondre à toutes les questions qui concernent la fameuse batterie qui se trouve sous le capot de votre voiture, parfois dans l'habitacle, parfois dans le coffre, parfois c'est juste une pôle qui sort à gauche, à droite. Tu sais, il y a des autos plus complexes que d'autres. Oui. Mais Parfois, ça vous donne de la misère l'hiver aussi? Oui, c'est ça. C'est souvent coordonné comme problème, mais c'est pas elle le problème. Non. Puis de plus en plus, ça devient problématique parce qu'il y a de la technologie des autos, puis il y a de la programmation, puis on va apprendre aujourd'hui qu'une batterie, c'est un peu plus complexe que ce à quoi les gens s'attendent. On va recevoir Frédéric Bachand de Mania Charge qui va nous aider à répondre à toutes ces questions-là. On va en apprendre beaucoup sur le sujet. Tout d'abord, on va répondre peut-être à on va présenter quelques actualités. On va parler des voitures qu'on a roulées récemment parce que Benoît et moi sommes allés en express du côté de la Californie essayer une voiture. On va revenir là-dessus. Exact. Mais je pense que la première nouvelle d'importance qu'il faut mentionner, c'est la fermeture vendredi dernier définitive de la dernière usine GM qu'il y avait au Canada, celle d'Oshawa. Exact. En fait, puis il y a beaucoup de gens du Québec qui vont être un peu reliés parce que quand l'usine de Boisbriand a fermé, il y a un certain nombre d'employés qu'on a envoyés du côté d'Oshawa qui ont retravaillé sur la génération qui a suivi de la Camaro. On a eu 20 000 employés au début des années 2000. 2001, là, c'était la grosse année là-bas. Depuis combien de temps qu'elle existe, cette usine-là? Plus de 60 ans. Là. Il y a eu 4 générations de travailleurs. Oshawa a respiré l'automobile pendant des années. D'ailleurs, écoute, tu as juste à aller à Oshawa, puis le paysage automobile, il y a encore de la Grand Prix, puis de la Buick Le Sable, puis de la minivan Lumina. Écoute, on achetait du local. Il y a du GM là-bas, c'est incroyable. Bon, là, évidemment... Mais là, ça se peut qu'on boycotte un peu. Bien, d'une part. D'autre part, l'usine... Bon, c'est une disparition, mais la ville s'est quand même reprise en main. C'est-à-dire que là, il y a un beau immobilier, il y a beaucoup de gens qui déménagent là parce qu'évidemment, on va créer des espaces de vie. Vendredi, le 20 décembre, c'est la journée où ça a fermé. Donc, officiellement, beaucoup de gens font des pressions pour essayer de l'ouvrir, mais si on se fie à ce qui s'est passé du côté du Québec, quand Boisbriand a fermé quelques mois après, c'était un quartier résidentiel. Tu passais sur l'autoroute, tu n'aurais même pas deviné qu'il y avait une usine GM qui avait résidentiel, en fait. Si tu regardes aujourd'hui, c'est un Smart Center, puis la paint shop de la GM, c'est un Costco. Exact. Fait que mais c'est ça, on a rapidement transformé le paysage. Puis bon, on peut mettre ça sur plusieurs raisons. Le coût de fabrication, les syndicats, parce qu'il y a des usines qui vont très bien au Canada. Honda, Toyota vont très bien. C'est plate à dire, puis c'est plate à dire, mais le constat qu'on fait aujourd'hui, quand on a vu toutes les usines fermées ces dernières années au Canada, c'était toutes des usines qui étaient protégées, entre parenthèses, par un syndicat hyper puissant. Absolument. Mais les usines ont fermé. Et tu vois, chez Toyota, chez Honda, les usines prospèrent, la quantité des employés augmente, la qualité de l'emploi est exceptionnelle là-bas. Il n'y a pas un syndicat en place. Peut-être qu'il faut se poser des questions à ce niveau-là. Il ne faut pas mettre tout ça sur le dos des syndicats, évidemment. Il y a un contexte et il y a le fait aussi que GM a rationalisé énormément. On a enlevé littéralement la moitié des divisions de la compagnie. On a coupé le nombre d'emplois partout à peu près en deux. Et là, bien, on maximise les usines qui sont déjà ouvertes, qui fonctionnent. Puis je veux dire, il faut quand même mentionner que dans les dernières années, ce qu'on fabriquait à Oshawa, c'est des véhicules qui ne se vendaient pas. Bon, alors, Impala, Buick Lacrosse, Cadillac XTS. Il y a le Silverado qui se vendait, mais il y a trois autres usines. C'est ça, il y a 3 autres usines aux États-Unis. Oui, ça se vend un peu, ça. Un peu pas mal. Ils vont-tu relocaliser des gens? Ils peuvent-tu encore? Ça me surprendrait. À la quantité qui reste, moi, j'ai l'impression qu'on a donné simplement là, un montant de départ. Il y a des gens qui étaient près de la retraite qui vont la prendre peut-être avec anticipation, mais je pense pas parce que les usines se trouvent aux États-Unis, pour la plupart au Mexique. Ça va être très dur de relocaliser. On a fermé, OK, il faut mentionner qu'on a fermé l'usine d'Oshawa, mais il y en a 4 autres aux États-Unis qui ont fermé également. En même temps, des gros Donc, on a pris les usines les moins performantes. Et là, évidemment, on est en train de réoutiller pour l'avenir. On réoutille pour l'électrique, pour l'hybride, pour l'autonome. On est en train de penser à tout ça. C'est des montants qu'on doit investir qui sont des énormes. Milliards et des milliards. Donc, on va le chercher de 2 manières. On engage moins, on engrange les profits, puis on coupe. Puis, tu sais, quand on regarde
où les constructeurs américains se dirigent dans ce qu'ils veulent fabriquer, remarque que la moyenne des valeurs de ces véhicules-là, on élimine tout ce qui est petite voiture, tout ce qui n'est pas payant à fabriquer pour se concentrer sur des VUS, des véhicules qu'on va vendre à 40, 50, 60 000 $. Et ça m'amène à parler de la deuxième actualité. Oui, que pour la première fois au Canada, en 2019, en fait novembre 2019, le mois passé, le prix moyen d'un véhicule au Canada a dépassé les 40 000 $. Hey, c'est pas rien. 40 490 $, ça, c'est le prix moyen. Donc, ça veut dire Puis on était à 35 000 il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps, Donc, mais tu as raison. On enlève des voitures, donc, qui sont généralement moins chères que les VUS. Et là, bien, la facture moyenne monte. Puis le problème, c'est que c'est insidieux parce que les gens le réalisent plus ou moins. Ben, parce qu'on fait quoi? On achète une mensualité. Oui. On dit, bon, ben moi, j'ai 400 $ par mois à mettre. Parfait, monsieur, madame, 400. OK, là, on prend le prix de l'auto, 400, il faut diviser par 84 si on veut se rendre. Là. Puis le nombre de mois a augmenté. Tu sais, on achetait une auto avant, là. André, dis-moi ça, là. Toi, ta première auto, c'était quoi? Tu as payé combien? Un Grand Torino, 4 476. Quelle année? 75. 75. Fait une bouche? Oui. moi, on était dans Plymouth Colt 91 que j'avais payé 11 385 avec 2 tapis puis la radio AM/FM. Écoute, manuel. Toi, Antoine, oui, dis-nous-les. Non, je Je t'ai pas voulu dire tout à l'heure, mais faut que tu dises. Moi, j'ai acheté beaucoup de voitures usagées. Hein. Ma première voiture neuve, je l'ai achetée pour des besoins pratiques pour ma Non, conjointe. pas de préambule. La question. OK, j'ai acheté une Chevrolet AVO 2004 que j'ai revendue pas longtemps après parce que c'était un cauchemar épouvantable. Puis, elle me coûtait 260 $ par mois. Ah, c'est ça. Puis, écoute, ça, c'est drôle parce que j'ai loué cette voiture-là qui coûtait 260 $ par mois. Plusieurs années après, j'ai loué une Civic 2012 EX, beaucoup plus équipée, qui coûtait 260 $ par mois en location. Ah, oui. J'ai loué une Golf familiale qui coûtait 260 $ par mois en location. Puis, écoute, là, il y a 15 ans d'écart entre la première voiture que j'ai achetée puis la Golf récente. J'étais encore avec la même mensualité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les valeurs résiduelles changent. Ça veut dire que, tu peux faire parler les chiffres de n'importe quelle façon. Mais moi, je peux te dire ce que ça veut dire. Quand on parle à monsieur et madame tout le monde, là, le nombre de ballons en location à l'achat, je m'en vais exactement là. C'est faramineux ce qu'on entend. Je vais te donner un exemple. On parle d'un prix moyen d'un véhicule à 40 000 $. OK? Prends l'exemple d'une Kia Optima que tu vas acheter à 32 000 $ ou que tu vas louer, mais c'est une voiture de 32 000 $, et un Kia Sorento que tu vas louer, puis que c'est un véhicule de 40 000 $. Puis là, tu vas regarder le paiement, tu vas dire, coudonc, c'est le même prix. Ben oui. Pourquoi? Parce que le Sorento, dans 3 ans, il y a une valeur de revente. Il y a des gens qui en veulent. Exact. Il y a un résiduel, un temps soit peu intéressant. Un Optima, c'est pas revendable. Non, je sais. Et j'ai un ami personnel qui vient d'acheter une 2017 chez un concessionnaire qui a garantie certifiée. Une voiture qui a été vendue 29 000 flambant neuf. L'auto avait 46 000 km. Il a payé 12 500. Imagine. L'auto a 2 ans, 46 000, 48 000 km, Ça il a payé 12 500. Puis c'est le prix dans vite, là. Il n'a pas négocié rien, il l'a pris comme ça, bonsoir. Ça n'a aucune valeur de revente. Exact. Alors, le prix moyen des véhicules qui a augmenté, cherchez pas, c'est parce qu'il se vend plus de VUS, que ces véhicules-là se louent plus facilement parce que les résiduels sont plus élevés. Puis on regarde les véhicules qui intéressent les gens. Mais il n'en demeure pas moins que la dette au bout de la ligne est beaucoup plus grande. Ben, Et là, t'engendres, comme tu dis, des ballons, des surfinancements. J'écrivais un article dans le Journal de Montréal il y a quelques semaines sur à ce sujet-là, parce que le surfinancement est rendu un fléau à un point tel que des surfinancements à 200, 220, 230 %, c'est même pas rare. Hey. Donc, une dette de 50 000 sur une auto qui en vaut 20 000, ça existe. Et c'est commun aujourd'hui. Puis c'est rendu là le gros problème. Les financements sur 84, 96 mois, c'est ce que ça fait. Puis pour discuter avec un concessionnaire, il aime ça mettre des PDSF très hauts. Ben oui. Avec des super grandes remises. Ouais, ça, c'est une pratique à l'américaine. Mais c'est parce que ça permet de mettre la ballonne là-dedans. Ben oui. Ça passe plus facilement. Tu as un rabais de 10, 12, 13 000. La machine va te gérer tout ça. On l'enfile là-dedans, elle se gère mieux. Ben oui. Fait que là, c'est à deux tranchants. Tu sais, le PDSF d'une caravane de base est à 33 000. On te la vend à 22 995. Tu as 10 000 de ballons dedans, pas de problème. On est encore en bas du PDSF. Ah oui.
Mais si tu dois 33 000 ou 34 000 sur une caravane de base neuve, tu es déjà dans le chenoute, là. Oui. On s'entend dessus? Ça va déjà pas bien. Après la Fait garantie. que, voilà. Alors, oui, les valeurs qui ont monté à Alors, 40. informez-vous quand même du prix Oui, oui, quand oui. vous achetez. C'est ça que ça C'est veut ça, dire. c'est ça, exactement. Rapidement, Buick, fini les voitures, Ouais. que des VUS. Le régal est parti. C'était le dernier qui restait. On va vendre des VUS. On garde Buick beaucoup à cause de la Chine. On l'a peut-être jamais mentionné, mais en Chine, Buick, c'est le véhicule le plus vendu chez GM. Ça commence à être un peu moins vrai. Ça commence à être un peu moins vrai, mais on a longtemps gardé Buick à cause de ça. Là, on a décidé que le Régal, malgré tous les efforts qu'on a faits, et ce n'est pas un mauvais véhicule. Pour Non, l'avoir mais c'est une essayé, voiture condamnée. mais c'est une voiture qui n'a pas les éléments qu'il faut pour concurrencer à armes égales dans le segment où elle se trouve. Il y a trop de bonnes autos. Elle a un mauvais passé d'image. Ouais. Ben, en fait, puis c'est parce que c'est une voiture condamnée dans la mesure où il faut reculer un peu dans l'histoire pour savoir ce que c'est une Régale. Une Régale, c'est une Opel Insignia. Oui, c'est vrai. Opel, qui est une ancienne filiale de GM européenne, mais qui, depuis, a été vendue à PSA, qui est le PSA. groupe Peugeot Citroën. Oui, exact. Alors, tu as un produit GM fabriqué en Europe qui est maintenant sous les mains de Peugeot Citroën, Exact. qui n'a plus besoin de cette voiture-là parce qu'on a un équivalent chez Peugeot Citroën, mais cette voiture-là est toujours fabriquée en Europe pour le marché américain qu'on vend sous le nom de Buick. Peugeot ne renouvellera pas ça, c'est certain. Non, Alors, ils vont c'était se une débarrasser voiture de ça. condamnée à la base. Exact. Avec Buick, c'était la seule voiture qui restait. C'était une question de temps avant qu'on tire la plug. Et là, il reste quoi? Encore, Enclave, Envision. C'est à peu près ça. reste des On utilitaires. renouvelle, Toujours, on ça renouvelle passe le pas. Encore GX, là, qui Oh, va être un oui. Encore plus, mais Qui est encore chinois plus long. ouais, Rough, là, c'est en à tout peu cas, près ça. fait que ça ressemble à ça. On parle-tu de la voiture qu'on a roulée cette semaine? Oh, oui! On était au lancement de la nouvelle Sentra 2020, donc Nissan qui a renouvelé, 1982, la première Sentra. Ouais, la Datsun Nissan Sentra. Ah oui, puis nouvelle génération. En fait, il s'est vendu 6 millions de Sentra à travers le monde depuis son lancement. Bon, c'est pas les 46 millions de la De Corolla, Corolla. là, Ouais. mais c'est quand même, en chiffres absolus, le modèle le plus populaire de l'histoire de Nissan Ouais. dans ces chiffres-là. Et honnêtement, on fait comme on fait dans la plupart des autres constructeurs. On a rehaussé le niveau. Là, évidemment, on nous a fait essayer les SR Premium, là, qui étaient au bouchon, là, qui avaient tout dedans, avec l'équivalent de la XSE qu'on a là, le modèle le plus équipé. Mais honnêtement, c'est probablement le modèle le plus abouti, là, moi, que j'ai essayé dans les Sentra. là. Sauf que, tu sais, si tu regardes ce que Nissan veut faire avec la Sentra pour l'instant, là, on veut tâter le marché. Ah Parce ouais. que le marché de la voiture compacte, uniquement en 2019, est en baisse de 16 Oh, oui, c'est beaucoup. au Canada. C'est beaucoup. une chute libre. La Civic est en baisse de 9 Ouais. Même la Corolla, qui a été complètement renouvelée, c'est 1 de baisse. La Mazda 3, on est au-dessus de 20 de baisse de vente. Puis elle est neuve aussi, là. Puis elle est neuve. Alors, tu sais, c'est un marché où Chevrolet est disparu, Ford est disparu, Chrysler est disparu, Mitsubishi est plus là. Il y a un paquet de On monde. prend pour acquis qu'il reste un certain nombre d'acheteurs, Mais mais il en reste moins qu'avant. Mais pour des constructeurs qui décident de demeurer dans le segment, ça reste une opportunité. Exact. Donc, et Nissan, qui était dans la cave du classement en termes de vente avec l'ancienne Sentra, qui était complètement Là, on dépassée. vivait sur l'air du temps. Bon, là. écoute, là, la Sentra en 2019, tu avais deux versions. S, SV. La S était disponible avec une manuelle, mais à ce moment-là, tu ne peux pas avoir d'air climatisé. Tu sais, tout Exact. pour ne pas en vendre. Là, le manuel est encore disponible dans la S, mais tu peux avoir l'air climatisé. Oui, sauf qu'ils ont décidé de faire un modèle de base, c'est-à-dire tu peux avoir l'air climatisé, mais tu n'auras pas de siège chauffant, tu n'as pas Non. d'Apple CarPlay. Non. Si tu veux ça, il faut que tu ailles dans Mais l'automatique. si le Exact. kilomètre trop haut, ils vont se faire prendre. Oui, mais là, le prix, ils vont le dévoiler, ça ne sera pas long, mais ils vont être C'est en compétitifs. février. Le modèle arrive en Ça- février. Ça va être mais- compétitif, c'est Ouais, certain, ouais, mais ce ouais. qu'ils veulent vendre, c'est du SV, Exact. qui va être le modèle Core, Milieu de gamme, qui vont là. vendre autour Ouais. de 23 24 000. À peu là. près. Puis pourquoi on veut cibler cette clientèle-là et pourquoi on veut rehausser le prix moyen des Sentra On vendus? prépare le terrain pour Voilà, quelque parce chose qu'il y a en une bas. Versa qui s'en vient. Il y a Ben une oui. Versa berline qui s'en vient, qui va venir remplacer la Micra On qui, n'a elle, pas voulu disparaît. le dire chez Nissan, là, mais il y en a c'est écrit une dans aux le ciel. États-Unis, là, fait Oui. que c'est facile de l'amener Mais, chez nous. là. tu sais, ce qu'on peut dire de la nouvelle Sentra, c'est plus raffiné, c'est pas mal plus groundé comme voiture, c'est pas ce qu'il y a de plus excitant au monde. Puis on est allé avec de la facilité, là. On a un 2 litres de 149 chevaux qu'on Ouais. a mis sous le capot, c'est le seul moteur disponible. C'est un moteur retravaillé du Qashqai, Exact. injection multipoint, pas d'injection directe, c'est encore des vieilles technologies. C'est encore une boîte CVT qui, on l'espère, a été améliorée, qui ne Ouais, brisera mais pas. Nissan, ouais, parce qu'ils ont eu des problèmes avec ça, Nissan. Mais contrairement à Toyota,
Il n'y a pas de version hatchback. Il n'y a Non. pas d'hybride. Il n'y a Non. pas de version plus performante comme la Corolla XSA. Ici, tu es à 170 chevaux. Chez Nissan, on a un moteur. Tu sais. Exact. OK. Alors, c'est un peu le point qui est décevant. Ben, c'est ça. On se présente sur le marché, mais en simplifiant pas mal l'offre et en regardant ce qui va arriver, en ajustant aux besoins, si besoin est. C'est ça. On va commencer T'sais, par la pourrait base mettre parce une qu'on partait de Nismo, loin, on puis après pourrait ça, mettre, c'est ça, là. Il y a C'est des plus le gros du possibilités. marché. C'est plus le gros du marché. Donc, on est là, mais on y va avec prudence. Puis là, ben, on va glisser un mot sur la Corolla rapidement pour dire que, écoute, cette voiture-là, ça se vend. Dans un marché où tout est en baisse comme ça, on est en baisse d'à peine 1 Ce qui est bon, considérant le marché, là. Puis il faut aussi mentionner l'hybride que j'ai présenté à Salut Bonjour il n'y a pas longtemps. Pourquoi j'ai voulu mettre l'emphase sur l'hybride? Parce que il y a combien de gens qui disent vouloir une hybride comme la Prius, mais ne sont pas capables de dealer avec le look de la Prius? Prenez la Corolla, sans même affaire. Ouais. Ouais. Mais en tu sais gros, quoi là. qui est drôle? La Corolla hybride, d'abord, il te la finance à 5 de taux d'intérêt, alors qu'une Corolla régulière est à 1, 1,5. Oui. OK? Deuxièmement, ils n'en ont pas parce qu'ils ont une pénurie de batterie. Puis troisièmement, quand tu regardes les crédits au financement, le crédit à l'achat d'une Prius plug-in, donc hybride enfichable, tu as 6 500 de rabais du gouvernement. Donc, la Prius hybride enfichable revient moins cher en financement ou à la location qu'une Corolla hybride Mais régulière. pourquoi il ne l'a pas dans la Corolla? Parce que c'est pas une enfichable. Parce que tu n'as pas une. Parce oui. que t'as pas une... Donc, la Prius c'est une hybride régulière. Mais la c'est Prius pas une hybride. régulière ne se Tu parles vend de la plus. Prius Prime, là. C'est ça, Ouais, Prius OK. Prime. Donc, la Prius régulière ne se vend plus, sauf pour ceux qui vont pour le modèle traction intégrale. Ouais. La régulière, il n'y a plus personne qui achète ça. Tout le monde va à la Prius Prime parce que c'est, pour quelqu'un qui veut une hybride chez Toyota actuellement, l'offre la plus alléchante sur le plan financier. Puis en plus, elle est enfichable. Ils ont vendu, Toyota, 4000 Prius Prime uniquement au Québec cette année, malgré la pénurie de modèles. C'est quand même pas rien. Fait que je suis pas certain que la Corolla hybride va sortir tant que ça. De toute façon, ils n'en ont pas beaucoup. Mais la gamme Corolla avec l'hatchback, les versions de base, les versions sport... T'es à quoi, là? 4,2 de consommation? Là? Ah, puis ça, c'est incroyable. 4,2, tu sais, à moins 3, moins 4 degrés, j'ai roulé 150, 200 km, 4,2, 4,3 Moi, j'étais à litres au 100. 7,3, 7,4 avec ça. le C'est modèle. déjà bien. C'est déjà J'ai bien. calculé que si tu achètes une Corolla hybride versus une Corolla régulière équipée de la même façon, à peu près, là, il y a 3 000 d'écart entre les deux véhicules. Et si tu roules 25 000 km par année, ça va te prendre grosso modo 3 ans et demi à peu près Pour absorber la rentabiliser différence. l'extra que tu as payé pour l'hybride. Fait qu'après ça, ben, tu sauves. Fait que Mais de toute façon, c'est l'hybride branchable qui est l'avenir. l'hybride branchable chez Toyota, on a compris ça. La Prius, ça marche. Bon, on ne l'a pas dans le Corolla, mais je peux te dire qu'à 4 litres au 100, c'est assez convaincant, une Corolla hybride. Il y a ça aussi qui est Il n'y a intéressant. pas grand-chose pour amener ça mieux, là, effectivement. Non. Fait que, écoute, André, on va te laisser aller rencontrer Frédéric Bachand. Oui. Là, vous allez nous expliquer des trucs sur les batteries. Il y a divers sujets qu'il faut aborder. trucs là. Bien là, Technique, on va faire seulement l'aspect technique. Ouais. Moi, je suis un technicien dans le domaine. L'aspect technique, mais après ça, on va revenir avec Fred, parce que justement, les questions, tout ce qui entoure on la en batterie, reçoit là, tout le temps. on pourra passer 3 jours là-dessus, mais quand on aura fini, on pourra comprendre l'aspect technique et les questions et les choses à faire et à ne pas faire. Oui, absolument. Donc, fait que je te laisse aller, puis on va rencontrer Fred. on va rencontrer C'est parti. Fred. Bonjour. Aujourd'hui, je vous présente Frédéric Bachand de la compagnie Magna Charge, qui est représentant et formateur. Bonjour, Frédéric. Bonjour, André. Aujourd'hui, on parle d'un sujet assez spécial, les batteries. Tout le monde se pose énormément de questions là-dessus. On a de plus en plus, en De effet. plus en plus. Je sais que c'est noir, une batterie en général, mais je pense que c'est plus compliqué que ça. Parle-nous, premièrement, des batteries conventionnelles acides. En fait, les batteries conventionnelles à l'acide, c'est des batteries avec de l'acide sulfurique à l'intérieur qui est mélangé avec de l'eau qu'on appelle de l'électrolyte. C'est un assemblage de plaques positives, plaques négatives. Puis, à l'intérieur, il y a le liquide, l'électrolyte, qui est en mouvement. C'est une batterie qui est de bonne qualité, qui était utilisée énormément auparavant. Longtemps. Puis maintenant, bien, on voit que le marché se transfère un peu plus vers la batterie AGM. Pourquoi la batterie AGM? Mais la batterie AGM, premièrement, c'est une batterie qui est sèche, qui n'a aucun liquide à l'intérieur. L'avantage de ça, c'est que la batterie va décharger moins rapidement, va avoir une meilleure capacité de décharge profonde pour toutes les applications électroniques des véhicules.
C'est une batterie qui n'a aucun liquide. Vous voyez que tous les liquides est emprisonnés dans des séparateurs en fibre de verre. Donc, elle est quasiment plus sécuritaire automatiquement. C'est plus sécuritaire, ça va décharger moins rapidement. Il y a beaucoup d'avantages avec la batterie AGM. Je pense que c'est même utilisé dans les courses aussi parce que c'est plus sécuritaire. Courses automobiles, camions de pompiers, police, ambulances, on les voit presque partout maintenant dans les applications extrêmes. Là, on va démystifier les CA, CCA et capacité réserve. Parle-nous de ça. En fait, normalement, la batterie va être quantifiée de 3 façons. Le CCA, c'est le Cold Cranking Amps. Okay. C'est le nombre d'ampères que la batterie peut vous donner à moins 17,8 degrés Celsius. Okay. C'est la donnée qui est utilisée le plus souvent au Canada. C'est le langage qu'on parle entre nous autres, les commerces? Oui, au Canada, c'est ce qu'on va utiliser. Okay. Aux États-Unis, on va utiliser plus les CA, les Cranking Amps. C'est le nombre d'ampères que la batterie peut vous donner à 0 degrés Celsius. Okay. Puis, on a aussi souvent sur les batteries la réserve capacité. Oui. La réserve capacité, c'est le nombre de minutes que la batterie peut durer si on retire 25 ampères sans arrêt de cette batterie-là. Okay. C'est beaucoup plus utilisé dans les véhicules européens qui ont plus de technologie, plus d'ordinateurs, okay. Et c'est là que la batterie va être sollicitée le plus. Là, présentement, parle-nous de la puissance des batteries dans les véhicules neufs. Je pense qu'on a des problèmes un petit peu. En ce moment, là, on voit que les manufacturiers essaient de limiter l'espace des batteries pour ne pas... pour être le plus petit possible. On veut sauver du poids du véhicule aussi. Exactement. Malheureusement, on a inclus beaucoup d'ordinateurs, on a inclus beaucoup de technologies, mais on n'a pas grossi les batteries. Si on compare, un Toyota Corolla 92 avait une groupe 35 standard, puis un Corolla 2020 a encore une groupe 35. Pourtant, il y a beaucoup plus de technologie dans les véhicules d'aujourd'hui. OK. Quand je la change, ma batterie, comment est-ce que je détermine sa puissance? Qu'est-ce que je devrais acheter? Mais premièrement, on doit acheter une batterie neuve, c'est toujours l'idéal. Deuxièmement, ce qu'on fait, c'est qu'on va vérifier le voltage de la batterie. OK? Tous les détaillants devraient vous vendre une batterie qui est bien chargée, toujours autour de 12,6 jusqu'à 12,8 volts. Okay. C'est vraiment important. Pour vérifier le voltage, c'est assez simple. On va prendre un outil que vous pouvez vendre. Ce qu'on a en magasin aussi. Oui, un voltmètre. Un test de base. Exactement. On inclut sur le positif et le négatif, puis la batterie va vous indiquer son voltage. Comme je vous expliquais, une batterie au-dessus de 12,6 volts, il n'y a pas de problème, vous pouvez installer ça sans crainte. OK. Je pense dans les véhicules, justement, neufs, les batteries semblent manquer de puissance aussi. Est-ce qu'on peut remplacer par plus fort ou plus grand? Normalement, l'espace auprès du moteur est restreint pour la batterie, donc on doit garder le même format. Il existe à l'occasion des batteries plus puissantes dans le même format, puis il existe aussi des options AGM dans les mêmes formats. Alors à ce moment-là, peut-être que l'AGM peut être une option qui est plus puissante qu'une batterie standard. Là, on a des problèmes de puissance aussi avec l'été et l'hiver. Comment est-ce qu'on peut voir les puissances l'été, la relation entre l'été et l'hiver? Qu'est-ce qui se passe? Bien, en fait, il y a deux choses qui changent. Premièrement, l'hiver, le moteur est plus difficile à démarrer. Puis, une batterie à froid va perdre sa capacité. Okay. Va perdre plus de capacité. Plus il fait froid, plus on perd de capacité. Okay? Pour ce qui est de l'été, c'est un petit peu différent. Une batterie se décharge plus rapidement à la chaleur. Alors, plus il fait chaud, plus la batterie va se décharger. Plus elle se décharge, plus son voltage baisse, moins de voltage disponible pour démarrer le véhicule. Et d'autant plus que le moteur est plus dur à tourner à fouet et tout et tout. Ça, en effet aussi. Comment est-ce qu'on peut parler de la durée de vie d'une batterie neuve ou une batterie quand on la change, quand elle est usagée? C'est quoi la relation? Il faut savoir que quand on achète un véhicule neuf, la batterie dans le véhicule est neuve et tous les composants sont neufs. Donc, chaque démarrage est beaucoup plus facile. La batterie travaille beaucoup moins fort dans les premières années de sa vie. Okay. Quand on installe une batterie neuve dans un véhicule usagé, tout le reste du moteur est usagé. L'alternateur, toutes les serpentines, tout est moins efficace. Exactement. Donc, la batterie, dès le départ, va travailler plus fort. Okay. Alors, on voit que des fois, la batterie neuve dans le véhicule neuf peut durer quelques temps de plus que la batterie neuve dans un véhicule usagé. Souvent, quand les batteries vieillissent ou qui sont laissées en repos, on entend parler de batteries sulfatées. C'est quoi exactement sulfaté? En fait, ce qui arrive dans une charge et une décharge d'une batterie standard ou une batterie AGM, l'acide se sépare de l'eau et se colle sur les plaques. Si la batterie n'est pas rechargée régulièrement, cet acide-là va se stratifier sur les plaques. On appelle ça la sulfatation. Ou des cristaux de sulfate de plomb. Là, c'est dur à ce moment-là. À ce moment-là, ça prend beaucoup plus de voltage, d'ampérage pour être capable de décoller le plomb
l'acide du plomb pour le mélanger avec l'eau. Puis tu es en train de dire qu'on perd de la performance automatiquement. C'est sûr et certain. Bon. Maintenant, je veux parler des pièces qu'on a en magasin aussi pour l'entretien des batteries. Oui, ça, il y a Parce beaucoup de choses. qu'il y a beaucoup de choses pour ça. Premièrement, il y a du nettoyant pour les terminales de batterie. On a des produits aussi pour isoler le terminal de batterie pour pas qu'il se fasse de corrosion dessus. Et ce qu'on entend depuis parler souvent, c'est que les terminales de batterie, on appelle ce qu'on appelle un IBS dessus. C'est qu'il y a un contrôle sur la batterie qui détermine l'entrée et la sortie du courant. Et en plus, dans certains modèles, ça détermine la chaleur dans la batterie. Puis ça, c'est fragile. Ça réagit au sel sur la route. Donc, on en vend de plus en plus. Puis le malheur, c'est que c'est entre 100 et 400 $. Oh, Fait que dispendieux, en effet. tout ça pour dire qu'il faut entretenir ce véhicule. Vraiment, la batterie, c'est comme le restant, ça a besoin d'entretien. Exactement. Bon, pour terminer, qu'est-ce que vous faites avec les vieilles batteries? En fait, tous les détaillants qui vendent des batteries vont reprendre vos batteries usées. Ces batteries-là sont recyclables à 99 %. On va traiter le plomb pour le faire fondre, on va traiter le polypropylène qui est le caisson en plastique, l'acide est séparé de l'eau, tout ça est traité et on va par la suite refaire des nouvelles batteries avec ça. Ça veut dire que c'est quasiment écologique, une batterie, dans le fond. C'est écologique, en effet. Là, on sait que Magnachar, c'est une compagnie professionnelle. Vous avez une large gamme pour plusieurs applications de véhicules. Parle-nous de tout ce que vous avez dans les batteries. Bien, en fait, c'est sûr que notre principale va être la gamme MagnaCharge, qui est notre batterie de démarrage, camion, voiture, tracteur à gazon. C'est une gamme complète de base. Exactement. Nous avons aussi toutes les gammes pour les motos, VTT, motoneige. Et dans ce type de batterie-là, on a tous les types de technologies. Au lithium, à l'acide, AGM, on tient toujours ça en magasin. On a aussi la marque Odyssey. Odyssey, c'est une batterie AGM, haute performance, faite aux États-Unis, qui est la batterie officielle de l'armée américaine, de l'armée canadienne. OK. Le produit extrême. Donc, si on accepte d'investir, c'est la batterie quand elle est disponible. Probablement ce qui existe, ce qui se fait de mieux sur le marché. On a aussi la marque Trojan. Trojan, c'est un leader mondial dans la batterie de décharge profonde pour les voiturettes de golf, les appareils d'élévation, les systèmes solaires. C'est numéro 1, je pense, là-dedans. Trojan est dur à battre. Et maintenant, ils ont leur produit à l'acide, leur produit AGM, produit au lithium maintenant, qui est disponible. Vraiment une gamme complète. Donc, on peut dire justement avec Magnachar, toute la gamme de batteries complète est disponible en magasin chez Pièces Auto Super. Merci beaucoup, Fred, pour ces explications. Ça fait plaisir, merci. Frédéric, il y a une question moi, qui me titille parce que, évidemment, là, vous avez parlé beaucoup des batteries, on en a appris pas mal. J'ai aussi appris que l'AGM, ça devient de plus en plus commun. On l'a beaucoup, mais est-ce que c'est beaucoup plus cher? C'est environ 50 % plus cher qu'une batterie standard. La garantie va être supérieure à une batterie standard. Normalement, elle va vous durer beaucoup plus longtemps parce que la batterie va être plus résistante à la décharge. Ce qu'on voit de plus en plus, c'est que les véhicules déchargent, les batteries déchargent beaucoup plus parce qu'il y a plus de technologie. Ouais. Et l'AGM va avoir partout, c'est ça. une meilleure résistance. Donc, même sur le plan financier, c'est à l'avantage du client d'aller vers une AGM. Là. Exactement. OK. Puis, de toute façon, il y a de plus en plus de véhicules neufs qui vont être livrés avec des batteries AGM. Ce n'est pas le cas de tous les modèles. Là. La Corolla, ici, il ne l'a pas, mais la version hybride, là. Exactement. La plupart des voitures rechargeables ou des hybrides vont avoir une batterie de 12 volts AGM à l'intérieur pour les applications, pour supporter la batterie standard lithium. Parce qu'elle fait un travail plus complexe? Exactement. En fait, OK. elle fait un travail plus de décharge profonde parce qu'elle s'occupe des applications. Ouais. Elle ne s'occupe pas de démarrer un moteur. Les plaques, normalement, vont être un peu plus épaisses, puis c'est elle qui va faire rouler toute l'électronique à l'intérieur. Ça veut donc dire, la première question qu'on se pose au remplacement, ai-je une AGM ou pas? Puis est-ce que j'ai besoin d'en mettre une si j'en ai Si pas? tu enlèves une AGM, tu mets une ordinaire. Le problème, c'est que si vous enlevez une AGM pour mettre une ordinaire, c'est que la batterie qui est toujours en demande à cause de l'électronique du véhicule, va se décharger toujours trop basse. Malheureusement, elle ne pourra jamais se faire recharger. En fait, l'inverse, c'est intéressant. Si tu n'en as pas une et tu en mets une, là, ça devient intéressant. Exactement. Mais l'inverse, c'est probablement pas conseillé, j'imagine. Là. Non, l'inverse n'est pas conseillé. Puis, plus les voyages en voiture sont courts, plus l'AGM va vous aider. Oui. Parce que, étant donné qu'un alternateur n'est pas un chargeur,
l'alternateur ne pourra pas maintenir votre batterie si vous faites seulement des petites courses tout le temps. Oui, puis surtout à froid, parce que là, ton système, il n'y a rien qui a le temps vraiment de fonctionner. La batterie travaille beaucoup plus au démarrage à froid. Oui, c'est ça. Je pense à ma mère là, qui démarre son auto avec le démarreur à distance. Elle attend 10 minutes, elle embarque dans son auto. Elle fait 1 kilomètre, elle va aux Jean Coutu, elle éteint ça. Le siège chauffant. Elle repart, le siège chauffant. Elle va aux Ça, Jean en plein Coutu, hiver, elle vient à moins 20, c'est parfait. Écoute, ça. tu veux-tu brûler une batterie? C'est un bon cas de garantie qui va C'est ça. Écoute, je pense qu'on a reçu plusieurs questions par rapport aux batteries qu'on a cumulées. J'en ai sélectionné 6 que je trouvais intéressantes qui nous amènent à différents endroits. Mario, d'abord, qui nous a demandé j'ai remplacé ma batterie à 2 reprises dans ma Chevrolet qui a maintenant 6 ans. Qu'est-ce que je peux faire pour que la 3e batterie que j'ai achetée puisse durer plus longtemps? Bon. Bien, tout dépendamment Parce que du changer nombre de batterie aux 3 ans. C'est vite. C'est un peu trop vite. Tout dépendamment du kilométrage que la personne va faire, je pense que le meilleur truc, c'est de s'assurer de bien entretenir sa batterie. Ça veut dire que si on est capable de la recharger avec un chargeur intelligent à l'occasion, va augmenter la durée de vie de la batterie. On n'est pas obligé de faire ça tous les mois, toutes les semaines. Ah oui, OK. Une fois à l'occasion, on met un chargeur intelligent. Le chargeur, lui, va recharger la batterie à 100 ce que l'alternateur ne fait pas. OK. Puis, en termes de période, tu le ferais combien de fois par année, par exemple? Moi, je pense que 3 fois par année, ça devrait être suffisant. Ça prend combien de temps? 24 heures. Habituellement, le chargeur, on le met toute la nuit. Le lendemain, la batterie devrait être pleine charge. Ça peut varier selon le format du chargeur. Tu sais, il y a des chargeurs de 2 ampères, 5 ampères, 7 ampères, 10 ampères. C'est sûr qu'à 10 ampères, ça va être plus facile et plus rapide pour la recharger. OK. Mais si on fait ça 2 fois durant l'hiver, 1 fois durant l'été, selon moi, on va éviter beaucoup de problèmes. On se donne une chance. Puis écoute, ça m'amène à parler de charge de batterie et du niveau de charge d'une batterie, parce que moi, je me souviens d'avoir travaillé étudiant pour un commerce de pièces d'auto qui n'était pas celui d'André Gamelin, et où on vendait des batteries chargées à 11,90, 12,05, puis le client partait avec ça, puis c'était évident qu'il revenait. C'est quoi le chiffre magique pour que la batterie soit pleine, bien chargée afin que le client ne revienne pas? À 100 chargé, c'est 12,7. OK. Normalement, à 12,7, c'est 100 À 12,6 volts, vous n'aurez jamais de problème. En bas de quoi on ne prend pas la batterie? En bas de 12. Moi, je dirais qu'en bas de 12,4, on Ah trouve oui, pas. ben. OK. Donc, autrement dit, si vous allez chez André acheter une batterie, puis vous êtes un petit peu fatiguant avec le commis aux pièces, vous lui dites peux-tu vérifier la charge de la batterie pour moi avant que je parte avec? Puis si elle n'est pas à 12,4, ce que ça veut dire? C'est bon ça, parce qu'au magasin, on maintient la charge de nos batteries tout le temps. On les vérifie avant de les livrer, mais ce qui est le fun avec MagnaCharge, c'est qu'on a plusieurs livraisons par semaine, quasiment comme du pain, pour avoir un stock frais en permanence. Fait que ça élimine batteries sont en beaucoup bon état. Ça me fait penser à des publicités, des nouveaux arrivages. Là, Mais on est conscient du problème, ça diminue le taux de retour et le temps qu'on met à les recharger aussi. Souvent, le chemin de la batterie avant l'installation est presque aussi important que le chemin après l'installation. C'est comme n'importe quoi. S'entraîner en chemin, ça n'aide pas la batterie. Exactement. Là, effectivement. Il y a Luc qui nous dit « Mon beau-frère me disait qu'on ne peut plus changer soi-même sa batterie dans un véhicule récent. Pourquoi? » En fait, il existe des véhicules où il n'y a pas de problème. C'est possible de le faire. On va toujours conseiller d'aller vers l'atelier, mais souvent, il y a une programmation à faire à l'intérieur du véhicule pour aviser le véhicule que vous avez changé la batterie. Puis si cette programmation-là n'est pas faite... Donne-moi un exemple. Bien, je peux vous dire que tous les BMW doivent avoir une programmation. Ils ont même des numéros de série. Ton auto ne partira même pas si ça n'a pas été programmé. Exactement. Même on va prendre un produit Chrysler qui a l'arrêt départ automatique, le fameux capteur EBS qu'on a parlé tantôt. Bien, ce capteur-là, quand tu mets ta batterie neuve, tant qu'il n'a pas su la capacité ou la force de la batterie, tu l'auras plus, cet élément-là, arrêt départ, parce qu'il fait une lecture de la batterie. Il faut qu'il sache souvent, le niveau. Souvent, il faut mettre l'OBD2, il faut brancher l'appareil de diagnostic et repasser le menu. Disons que si on change de batterie, là, je vous le dis, on peut le faire soi-même en dépannage, mais il faut aller à l'atelier, réviser tout le système électrique qu'on comprend. On a-tu une perte de courant? Parce que c'est malheureusement, on va revenir la changer. Elle est toujours coupable sans être coupable. Si tu as un Impala 74, il n'y a pas de problème. C'est rare les pertes de courant. C'est plus la perte d'essence là-dessus. Ça arrive beaucoup. Lynn, elle nous demande une question bien simple. Ça veut dire quoi une garantie sur une batterie? Bien, Comment c'est calculé? bon, Bien, il n'y en a pas de garantie, elles sont toujours bonnes. Elles sont toujours bonnes, oui. Mais les garanties, c'est souvent en nombre d'années ou en nombre de mois. Puis, c'est le nombre de mois que la batterie devrait faire sans avoir de dommages de l'usine, en fait. Donc,
Ça veut dire que normalement, une batterie va être garantie entre 24 et 40 mois. Là, on a vu des exceptions des fois. À l'intérieur de cette période-là, si la batterie a été bien utilisée, elle ne devrait pas faillir. C'est à peu près ça. Sauf que ce qu'on voit beaucoup, là, à 90 c'est une batterie qui est déchargée. Souvent, la batterie va arriver à l'atelier à 11,8, 11,9 volts. C'est pas qu'elle est plus bonne, elle est vide. Exactement. Ouais. Tu sais, des fois, puis là, c'est de prendre le temps pour la recharger. Est-ce que tout le monde le fait? Malheureusement, non. Mais nous, on essaie de subvenir au plus aux besoins, mais c'est ce qu'on voit le plus. Pour compléter sa réponse, c'est que souvent, les gens reviennent avec une batterie qui est déchargée. Ouais. On ne sait pas ce qui se passe sur la voiture. Ils en veulent une neuve tout de suite. Puis ça se passe dans les ateliers mécaniques. Des gros arguments. Malheureusement, il faut la mettre sur une charge spéciale. S'assurer qu'elle est plus bonne avant. Redonner sa force. Et ensuite, on fait des essais avec un testeur avec une pile au carbone. Exactement. Fait des gros essais. Puis c'est le seul moyen d'avoir la vraie référence. Mais les gens, souvent, là, c'est comme jamais compris ça. Ben, on est dans une société où on veut tout de suite. Oui, exactement. Ça m'amène à mentionner qu'il y a probablement beaucoup de gens qui ont une batterie qui est encore bonne, mais qui s'en débarrassent parce qu'ils n'ont pas juste pris le temps de l'entretenir ou de la recharger. Mais techniquement, la batterie est encore bonne. Bien, on revient à notre chargeur. D'où l'idée d'avoir un chargeur puis d'y donner une pleine charge de temps en temps. Ça, c'est l'idéal. Nous autres, on va vous le dire, on les vérifie pour s'amuser de temps en temps. On les retourne parce qu'on n'en veut pas de batterie usagée. On les recharge. Elles sont bonnes comme des neuves. Ouais. C'est malheureux, mais c'est ça. Des fois, les gens doivent assimiler qu'il y a tellement de technologies qui drainent la batterie sans même que le véhicule fonctionne. Exact. Les démarreurs à distance, les systèmes de GPS, toutes nos applications mobiles qui nous permettent de démarrer à une distance. Il y a plusieurs ordinateurs aujourd'hui dans des voitures très simples qui vont toutes bouffer de l'énergie, même quand ils sont arrêtés. Là. Exactement. Ouais, c'est clair. On a une quatrième question de Antoine qui nous dit lorsque j'entrepose ma grosse brune, est-ce que je dois débrancher ma batterie? Quel Antoine de Non, mais essentiellement, quand tu entreposes ta voiture, bon, évidemment, si c'est une vieille voiture, puis si c'est une voiture neuve, c'est peut-être pas pareil, mais explique-nous quoi faire avec la batterie lorsqu'on entrepose la voiture qui ne roulera pas pendant des mois. Je fais la bonne affaire. Moi, je vais conseiller de débrancher le positif ou le négatif. Okay. En coupant le courant... Même sur une voiture flambant neuve. Même sur une voiture flambant neuve. En débranchant un ou l'autre, on coupe le circuit, on coupe le courant statique, on la met sur un petit chargeur intelligent et on la laisse là. Mais moi, j'irais peut-être un peu différent. Tu entreposes ta voiture neuve, débrancher, tu peux avoir des surprises maintenant. Mettons, tu peux perdre des choses dans ta mémoire de véhicule, puis il y a des procédures de débranchement de voitures, puis elles sont récentes. Je dirais, achetez-vous un chargeur de maintenance, pas un chargeur. Que tu laisses brancher tout l'hiver? Oui, que tu laisses ça là en permanence. C'est ce que je fais, moi. Le véhicule se maintient, tu démarres jour 1, tout est maintenu en vie. Moi, puis à date, c'est le troisième hiver, là, puis j'ai eu zéro problème. Moi, j'ai une charge, puis il me le dit, là est pleine, parce que ça fait déjà une couple de semaines, puis je maintiens ça tout l'hiver, puis au printemps, les chargeurs arrêtent automatique et repartent si on besoin de repartir. D'ailleurs, au point de vue, on vend des batteries de moto au magasin et des motoneiges, c'est nos gros clients parce que souvent, ils les enlèvent et ils ne rechargent pas du tout. Des chargeurs de maintenance, là, on devrait même mettre ça quasiment d'origine sur certains véhicules présentement à cause de la demande. Parce que si les problèmes partent de là. À moins, bien sûr, que le véhicule soit utilisé quotidiennement. Là, mais même à ça, nous autres, franchement, on a Acura, récent. L'hiver, on a reçu un message Acura-Ligne, plus de système de protection dessus. Je mets le véhicule, je le rentre à l'intérieur, je le mets à charge une nuit, cette donnée-là disparaît. Je le fais régulièrement en hiver, je dirais, une fois par mois. Donc, ça serait conseillé, puis c'est pas une affaire très chère, un chargeur de maintenance. Non. C'est pas... de 50 à 100 pièces, dépendant du modèle. Il y en a qu'on peut laisser permanent. On a une vaste gamme en magasin. Et les ventes augmentent là-dedans parce que les gens comprennent de plus en plus que ça prend absolument ça. C'est pas AGM ou pas AGM, là. Ça prend ça. Ta mère avec son Kia-Soul, c'est le plus grand exemple de ça. C'est ça. Écoute, Paul veut savoir, bien simple, c'est quoi la différence entre une batterie marine et une batterie de voiture? Bien, la batterie marine va avoir une meilleure capacité de décharge profonde. Les plaques à l'intérieur de plomb vont être plus épaisses pour emmagasiner plus d'énergie. Pour le reste, les séparateurs sont semblables, la conception, les liens entre les cellules sont les mêmes. Dans certaines batteries 12 volts ou 6 volts, il va y avoir des bouchons. Parce qu'une batterie de décharge profonde travaille normalement plus longtemps qu'une batterie de démarrage. Plus fort aussi. Donc, il va y avoir plus d'évaporation de liquide. Quand on a une application de décharge profonde, on a souvent un peu plus d'entretien à faire sur la batterie.
On doit rajouter de l'eau distillée à l'occasion si la batterie est utilisée régulièrement. OK. Puis est-ce qu'une batterie marine, ça flotte? Non. Mais oui, l'essayer. Ça, c'est pas Paul qui a demandé ça. Non. On a aussi Marie qui nous demande j'ai une nouvelle voiture qui est plus luxueuse, qui est plus équipée, qui m'a coûté beaucoup plus cher, et pourtant, la batterie se décharge souvent, alors qu'avec mon ancienne auto, ça ne faisait pas ça. Évidemment, elle, je pense qu'elle s'attend à. Parce qu'elle a payé plus cher pour son auto, elle s'attend à de la meilleure qualité. Je comprends la question, mais explique-nous. Bien, en fait, c'est ça, le nouveau véhicule avec plus de technologie, le manufacturier qui met une batterie limitée dans l'espace, le moins dispendieux possible pour lui. Alors, cette batterie-là se décharge automatiquement, c'est sûr et certain, plus vite. C'est une excellente candidate pour le petit chargeur intelligent. Il y en a qui existent, là, qui sont montés près de la batterie, qui sont imperméables, qui sont faits pour ça. Mais c'est quand même un non-sens de dire t'achètes une voiture, on s'entend là. Oui. Pour quelqu'un qui s'achète une voiture de luxe ou qu'importe, qui va débourser davantage de sous, tu t'attends à avoir quelque chose de plus solide, et c'est carrément le contraire. Parce que son ancienne auto, s'il n'y avait pas d'équipement dedans, ça part au corps d'auto, tu n'as pas besoin d'énergie. Il n'y avait pas de demande Il y avait pas de d'énergie. demande de Puis on courant. coupe dans la qualité des batteries. Là. Je donne souvent Honda en exemple parce qu'ils ont des batteries de brosse à dents en dessous des capots, là, mais c'est vraiment c'est minimaliste là, ce qu'on a en dessous de ça. Oui, c'est la plus petite batterie qui se fait, c'est chez Une Honda. Fit, là, un HRV, c'est incroyable. Là, les batteries là-dessus, ça n'a aucun bon sens. C'est petit. C'est des batteries presque de tracteur à gazon. Oui, c'est ça. Les batteries de scooter. C'est ça qu'on a. Là, on fait-tu les questions de légende urbaine sur les batteries? Vas-y donc. OK. Là, mon frère, on a des questions, nous autres, en magasin ou en atelier, tout le monde les a. On entend des batteries au gel. C'est quoi une batterie au gel? C'est-tu une soucoupe valante? C'est quoi ça? En fait, ça existe des batteries au gel. Malheureusement, dans la voiture, on n'en voit jamais. Les batteries au gel sont utilisées dans des applications de décharge profonde, mais les gens vont souvent les interrelier AGM gel parce que c'est les deux premiers types de batteries qui n'avaient pas d'entretien, qui n'avaient pas de bouchon, qui n'avaient pas d'émanation, mais c'est deux batteries différentes. Mais tu vois ça où? On va avoir ça dans les appareils d'élévation, dans les laveuses à plancher, dans les bateaux pour les batteries maison, dans les VR pour les batteries maison. C'est là qu'on va installer des batteries au gel parce que la batterie au gel a une très bonne résistance à une décharge très basse. OK. Mais dans un véhicule, on ne voit pas ça. OK. Bon. Là, je m'en vais au jour de l'an, je m'en vais chez Benoît. Son auto ne part pas. Il dit, André, viens me survolter au booster en français. Là, j'ai dit, OK, ton auto est en marche, laisse ça marcher 30 minutes, ta batterie va être pleine de charge. Oui, ça, on aimerait ça. Malheureusement, l'alternateur, quand il fonctionne, il fait fonctionner, bon, oui, il envoie une charge à la batterie, mais il fait fonctionner plein d'autres choses. La batterie est seulement un élément. Il va faire une charge statique, une charge de surface, je dirais, sur la batterie. Il va maintenir, mais il charge pas. Ah non, Il ben, change exactement. pas de batterie, c'est ça. Fait que là, cet alternateur-là va vous donner un peu de jus. Mais tout de suite à la maison, moi, je vais vous conseiller de le remettre sur la charge parce que si vous laissez la batterie reposer, vous allez voir que le voltage, c'est pas tout le monde là, qui a un voltmètre à portée de main, là, mais le voltage va rebaisser presque au niveau. Tu sais, vous l'avez déchargé presque à 100 pour pas qu'elle soit capable de partir le véhicule. Exact. Fait que le chargeur, là, c'est le temps de l'installer. Et j'ai vu des batteries en magasin revenir par temps fois. Elles ont un beau bombage chaque côté parce qu'elles ont gelé. Oui, ça, c'était une batterie déchargée trop longtemps. À ce moment-là, quand j'expliquais un peu plus tôt que l'acide se sépare de l'eau, quand les batteries sont déchargées, ça veut dire qu'il reste juste de l'eau. Si l'eau gèle, prend l'expansion. Là, Benoît n'a pas compris. Il n'a pas mis sa charge. Il m'appelle encore pour le survolter. Je peux-tu le survolter pendant 3-4 fois, plusieurs semaines? Bien, 3-4 fois, c'est pas la fin du monde. Là. Je vous dirais, On peut survolter plusieurs fois? Quelques fois, mais ça fait Bon, si ça devient l'habitude à 3 jours, à un moment donné, ce serait une bonne idée d'aller chercher peut-être qu'à Noël, vous pourriez acheter un chargeur. Ça m'amène aussi à parler des câbles de survoltage parce qu'il y a des qualités là-dedans. Puis moi, j'ai vu ça combien de fois, des petits kits là, pas chers que tu achètes avec des câbles de survoltage. Tu branches ça, puis le câble se met en feu. Là. En passant, c'est une mauvaise idée. Oui, non. Achetez-vous des bons câbles de survoltage, ça vaut la peine, parce que souvent, c'est la différence entre ça marche et ça marche pas. Ouais, le petit set qui donne dans le kit de First Aid en auto, là, oui, c'est ça. Puis c'est le fun, aux fois, tu le tiens d'un bout, puis tu tiens en longueur droit. Oui, c'est ça. Ce qui est gelé. T'es aussi bien de prendre un cintre. Oui, c'est ça. C'est vrai parce que tu perds toute ton énergie, puis en plus, souvent, ils sont trop courts. Fait qu'on peut donc dire que d'abord qu'un alternateur, c'est pas ça qui charge une batterie. Non, un alternateur n'est pas un chargeur, c'est deux choses distinctes. Bon, OK. Là, on s'entend qu'il faut être équipé pour vérifier un auto. Hein? Quand on parle de batterie, mais on parle du système de charge. Exactement. Qu'est-ce qu'on devrait faire lors d'un changement de batterie?
apte ou un atelier devrait faire? Bien, en fait, il devrait probablement nettoyer les connexions, c'est sûr et certain. Parce que souvent, il va y avoir du verre de gris, en fait, des dépôts d'acide qui vont se faire sur les connecteurs. Ça, c'est super important. Un bon atelier devrait aussi brosser les poteaux parce que de l'usine, les poteaux sont toujours en plomb, bien sûr, mais il peut y avoir des résidus sur les poteaux. Oui, du verre de gris. Oui, mais des fois, c'est un résidu de manufacture. Ah, Fait que Ouais, si il y a on- des enduits anti-corrosion, là, souvent, qui vont mettre. Ça, exactement. On Ouais. met ça aussi. Puis de cette façon-là, ben, le courant passe bien, puis on a moins de problèmes avec les batteries. Je pense que... Ouais, Vas-y, ben, vas-y, moi, mon Benoît, je vas-y. retiens maintenance de chargeur. C'est pas une mauvaise idée Oui. d'avoir ça à la maison. Ah oui. Parce que ça va vous éviter d'aller changer des batteries à tout bout de champ. Puis surtout, de vous garder, parce que l'hiver, moi, je trouve que l'hiver, c'est une saison qui est particulièrement difficile pour les batteries. Absolument. De maintenir une charge, ça peut vous sauver le matin, surtout quand vous êtes pressé. Puis il y a de plus en plus de petits chargeurs qui vont charger des batteries à l'acide et des batteries AGM, et qui vont charger toutes les batteries que vous aviez pour un skidoo, pour un tracteur à gazon, pour n'importe quelle application, ce chargeur-là peut faire le travail. D'ailleurs, Autrement dit, là, ce que ça veut dire, c'est que dans le temps des fêtes, si vous recevez un chargeur à batterie comme ça ou un outil pour survolter votre véhicule, c'est probablement parce que votre beau-frère veut s'assurer que vous allez repartir de chez vous à tous les soirs. Mais vous allez être équipé pour tout l'hiver et c'est ce qu'on veut, dans le fond, c'est qu'on ne veut pas se retrouver devant le fait accompli avec une voiture qui ne part plus. Puis évidemment, c'est de plus en plus commun, donc on s'équipe en conséquence. dans le fond, les chargeurs ont très évolué en magasin. On a une gamme large de chargeurs. Pour en revenir au fait, on va réinviter Frédéric. On va parler seulement de chargeurs, de survolteurs et de câbles, justement, à booster Donc, ou de ça câbles sera- survolteurs. ça sera, un autre sujet. Il y a tellement de questions, Ouais. fait que Frédéric va nous revenir là-dessus, mais je pense qu'on a fait un bon tour de On a fait batterie. le tour de la question, puis Merci. je vais en profiter au nom de toute l'équipe pour souhaiter un joyeux temps des fêtes. oui, à tout le monde. oui. Absolument, soyez On va se prudents revoir sur la après les route. fêtes. Oui. Hein? On va se revoir après les Soyez fêtes. prudents. Le 14 janvier, on va tourner ça. C'est-tu le 14 janvier? Je me souviens plus la date. Là. En janvier. Quand est-ce- En janvier. En janvier. Écoute, je dis le 14 janvier, ça se peut que ce soit pas ça. Bref, en janvier, prochain épisode. Puis d'ici là, passez un joyeux temps des fêtes, soyez prudents. Bonjour tout le monde. Puis, Bonjour, bonjour. oh, oh, oh. Salut.